Centre national de la fonction publique, de la fonction publique territoriale, voilà, à Angers, il y est responsable de l'Institut national spécialisé d'études territoriales. Alors, ne me demandez pas de développer davantage, je serai vite en difficulté. Bref, quelle que soit la manière dont la personne, la famille, l'enfant ont été conduits à la situation que nous qualifions de pauvreté, ils ont à la vivre, cette situation, avec les effets qu'elle engendre immanquablement sur chacun de ceux qui constituent l'univers familial, effets sur les relations affectives, sur les interactions à l'intérieur de cette famille, mais sur les interactions dans les rapports avec l'environnement, qu'il s'agisse du voisinage, de l'école, de l'entreprise, du quartier, etc. Il s'agit bien pour chacun de vivre pauvre avec ce que cela implique d'exclusion, de disqualification, de difficulté à agir et finalement de difficulté à vivre pauvre. Voilà, je vous laisse donc la parole, Monsieur Sochard. Merci, Monsieur Billet. Alors, vivre pauvre, moi je ne suis pas pauvre, donc du coup j'ai renversé, quand on m'a proposé d'intervenir auprès de vous, j'ai renversé le titre en me disant que par contre moi je travaillais avec des personnes en situation de pauvreté. J'ai essayé de me dire qu'est-ce que je pourrais vous raconter dont j'espère que ça puisse vous intéresser sur ce que j'ai appris de ce travail avec des personnes en situation de pauvreté. Et du coup je vous parlerai de ce que des pauvres m'ont dit, de comment ils percevaient leur situation. Voilà. Je voulais d'abord remercier le CNAEMO de cette invitation, effectivement un peu à la dernière minute, mais j'en suis néanmoins ravi, parce que je trouve que vous posez la question sans embâge, contrôle social des pauvres, et ça m'intéresse vraiment d'instruire cette réflexion-là. Juste pour préciser, je suis effectivement au CNFPT responsable du pôle enfance, où je travaille sur les questions notamment de protection de l'enfance, et j'organise la formation nationale des cadres de l'aide sociale à l'enfance, donc vos collègues, mais dans les conseils généraux, qu'on qualifie parfois d'inspecteurs de l'enfance ou responsables territoriales d'aide sociale à l'enfance. Voilà, donc c'est principalement une des sources de mon travail sur la question de la protection de l'enfance. Et une autre source qui fait que je suis à vos côtés, c'est que depuis plus de 10 ans, j'organise un dispositif qu'on appelle des co-formations, en partenariat avec le mouvement ATD Quart Monde, des co-formations avec des parents d'enfants placés. Donc on a fait un pari qui vous sera raconté dans la deuxième partie de l'après-midi par des collègues, une collègue d'ATD Quart Monde et puis une psychologue, qui essaieront de vous dire comment on monte ces co-formations, quelle en est l'éthique et quelle en est la philosophie. Et en tout cas, mon propos sera sourcé sur 10 ans de formation où ce sont des parents d'enfants placés qui viennent réfléchir avec nous à des situations sans jamais témoigner. On est toujours sur cette corde raide. Il y a une rupture d'égalité quand on demande aux gens de témoigner, parce que nous, du coup, on est obligé d'être dans la commisération où on reprend nos habitudes de travailleurs sociaux, et c'est pas le but. Là, le but, c'est de réfléchir ensemble. Donc, j'essaierai de vous montrer comment les plus pauvres, et notamment des parents d'enfants placés, m'ont aidé à réfléchir sur ces questions-là. Voilà. Et puis, j'ai situé sur la première diapo, je suis effectivement représentant de mon institution au groupe national d'appui à la protection de l'enfance, et accessoirement, mais là à titre bénévole et hors institution, membre du CNAD, qui est le Comité national des avis déontologiques et éthiques. Voilà. Alors on va commencer par un propos d'un père qui dit, à propos des rapports des professionnels qu'il lit suite aux visites à domicile, un jour dans la formation, il nous dit « Mais l'assistante sociale, elle me voit à la maison, mais pourquoi elle ne vient pas me voir quand j'emmène mon gamin à la pêche ou au foot ?» C'est une réflexion assez simple, mais qui emmène beaucoup d'analyses aussi, on veut bien s'y arrêter. En fait, il nous disait un petit peu qu'il lisait des choses sur lui et il ne se reconnaissait pas, dans ce père effacé, ce père qui dit rien, etc. Et du coup, il finit par dire ça, mais pourquoi elle ne vient pas me voir quand j'emmène mon gamin à la pêche ou au foot? J'aime bien cette expression-là, parce qu'il y a plein de choses dedans. Ça parle du cadre de la rencontre. On est à domicile, je ne suis pas sûr qu'à domicile, c'est l'endroit où ils se sentent le plus à l'aise. Ça parle du sentiment d'injustice. Là, je renverrai, je pense, à l'écrit collectif de Jean Lavoué,
qui était directeur général de la sauvegarde du Morbihan, la demande de justice en protection de l'enfance. Il y a une série d'écrits assez intéressants sur cette question de l'injustice et de la demande de justice. Ça parle aussi de la question de la transmission. Ça parle évidemment de la question de la parentalité. Quels sont les supports de la transmission? Quelle est la relativité de la parole pour ce père? Quelle est sa capacité à l'égard de la parole? Et est-ce qu'il ne peut pas transmettre des choses à son gamin autrement que par les canaux d'une parentalité dite positive, qui serait le fait de toujours parler? Je trouve qu'il y a plein de choses derrière cette phrase-là, donc j'avais envie de la mettre d'entrée. Il y a aussi la question, vous voyez, on peut dérouler plein de pelotes, il y a la question du genre professionnel. Il nous dit que c'était 2 dames qui sont venues dans la visite à domicile, elles parlaient avec ma femme. Et je pense que là aussi, il y a des points aveugles sur lesquels on peut être amené à réfléchir ensemble. Et avant d'entrer plus précisément dans l'explication du titre de mon intervention, c'est-à-dire le triple défi clinique, éthique, épistémologique, je voudrais rappeler que Serge Pogam reprenait l'expression de Guermec dans les formes élémentaires de la pauvreté en disant que nos sociétés étaient éternellement partagées sur le traitement de la pauvreté entre la potence et la pitié. Donc le contrôle est vraiment la répression et puis la commisération. Sauf que, j'allais dire nous, vous, en l'occurrence encore plus que moi, les travailleurs sociaux, vous devez élaborer quelque chose justement qui évite ces 2 impasses. Et c'est ça qui fait que c'est compliqué dans des sociétés qui néanmoins oscillent toujours de l'un à l'autre sans vraiment dialectiser, sans vraiment essayer d'explorer une autre voie. Vous ne pouvez pas être évidemment dans la potence, mais vous ne pouvez pas non plus vous contenter de la pitié. Je renverrai aussi en introduction comme ça à ce que raconte Zygmunt Bauman dans Le coût humain de la mondialisation. Là, c'est pour resituer aussi la question de la pauvreté au niveau plutôt mondial et des idéologies en cours. En 2000, dans Le coût humain de la mondialisation, Zygmunt Bauman montre que les pauvres sont décrits comme responsables de leur destin dans l'ensemble de la vulgate politique mondiale. Voilà. En gros, c'est de leur faute s'ils sont pauvres. Alors c'est évidemment, là je vous le résume très vite, mais il y a effectivement toute une critique qu'on verra du côté de la sociologie, de la philosophie, mais pas seulement, qui s'interroge sur le statut que l'on donne aux pauvres. Il conclut d'ailleurs son bouquin en disant que la pauvreté n'est plus un symptôme de la maladie que représenterait le capitalisme, mais au contraire un signe de sa bonne santé. Deuxième précaution que je prendrais, c'est de dire qu'on va pointer, je vais essayer de pointer avec vous les difficultés du système de protection de l'enfance, mais pas j'espère que ce ne sera pas accusatoire, même si peut-être que ça provoquera des réactions. Ce que je tiens à dire, c'est que ce qui n'est l'intention de personne d'entre nous peut parfois devenir le résultat de tous. Michel Lemay le disait très bien, le pédopsychiatre canadien. Mais si c'est l'intention de personne, mais que c'est le résultat de tous, on a donc la responsabilité chacun d'aller y regarder. Voilà. Sans forcément simplement être sur le registre des intentions, sinon il n'y aurait pas de problème et pas de congrès, parce qu'on a tous des bonnes intentions a priori et des bonnes valeurs, mais c'est dans le contingent de nos résultats qu'il faut regarder les choses. Voilà. Et je m'appuierai aussi là parce qu'on est dans un congrès du CNAEMO, sur les propos de Xavier Bouchereau, qui m'inspire beaucoup, je trouve extrêmement intéressant. C'est un de vos collègues, il a été éducateur en AEMO pendant assez longtemps, et dans un petit bouquin qui s'appelle « Les non-dits du travail social, pratiques, polémiques, éthiques », il dit aussi en introduction qu'il va être assez critique, mais il dit « C'est un parti pris évidemment que j'assume, convaincu qu'on ne cultive pas les compétences d'un métier sans labourer les terres arides de ses faiblesses. » Donc c'est vers ces terres arides de ses faiblesses qu'on va aller. Alors, un triple défi, clinique, éthique et épistémologique, en préambule, avant d'aller sur d'autres aspects. Je vais essayer d'expliquer le défi clinique, le défi éthique et le défi épistémologique sous forme de questions très kaléidoscopiques. Donc c'est un peu à l'emporte-pièce pour pouvoir ensuite argumenter sur un certain nombre de choses. Mais c'est pour nous ouvrir un petit peu tous azimuts une série de questions. Alors, le défi clinique, je poserai certaines questions comme comment prétendre restaurer l'autonomie des personnes en commençant par la restreindre. Alors Coluche disait à propos des gardiens de la paix, au lieu de la garder, il ferait mieux de nous la foutre. On pourrait dire, à l'instar de Coluche, au lieu de prétendre restaurer l'autonomie des personnes, pourquoi on commence par les priver de leur autonomie? Donc comment on peut renverser
un petit peu les choses. Comment travailler sur des questions de parentalité dans un système économique et institutionnel qui la met à mal en permanence? Comment prendre en charge des personnes sans prendre en otage, sans qu'elles soient victimes des effets institutionnels? Je pense là en tout cas à Freud et à l'énoncé des métiers impossibles en 1920. Les métiers impossibles, gouverner, éduquer et soigner, qui sont des métiers finalement où la posture frise en permanence l'imposture, dans la mesure où, pour prétendre aider l'autre ou lui faire du bien, on commence d'abord à avoir un rapport de pouvoir avec lui. Et donc c'est ça qu'on a élaboré. Ce n'est pas une accusation, c'est constitutif du fait même de notre travail. Donc défi clinique. Le premier défi clinique, souvent, il est dans le rapport aux mots, dans le rapport au langage, et la possibilité de symboliser sa propre expérience. Je renvoie là aux écrits de Paul Ricoeur, on en parlera plus tard, philosophe français. Et dans le défi clinique, je pense que si on mésestime ou on méconnaît les déterminants de la relation pour une personne très pauvre, donc ce qui fait le type de rapport qu'elle entretient à nous et à notre venue, alors on risque de passer à côté de quelque chose. J'ai en tête le propos de Karl Lacharité, qui travaille sur le développement du pouvoir d'agir au Québec, en protection de l'enfance. Karl Lacharité disait aux Assises de la protection de l'enfance il y a quelques mois, pour ces populations très précaires, la méfiance a valeur de survie. La méfiance a valeur de survie. Je trouve cette expression extrêmement intéressante. Ça, c'est un déterminant de la relation, si on ne prend pas garde, parce que nous, on arrive avec un présupposé de confiance. Voilà, on peut passer à côté d'un certain nombre de choses. Et puis, dernière chose, parce que c'est un éducateur, et je pense qu'il y a beaucoup d'éducateurs dans la salle, je me suis dit que j'allais venir avec un certain nombre de références à Paulo Freire, éducateur brésilien, donc dans Pédagogie des opprimés, il parle de culture du silence, la culture du silence pour parler des pauvres et des opprimés. Et lui, il invite au dialogue en disant que c'est en se fondant sur l'amour, l'humilité et la foi dans les hommes que le dialogue devient une relation horizontale. Et je trouve que c'est intéressant par rapport à nous qui sommes élevés dans des paradigmes plutôt psychologiques ou psychanalytiques, de remettre ces mots qui feraient beaucoup rire un certain nombre de psychanalystes, possiblement. Et je trouve que c'est bien de les remettre aussi en interrogation, en tout cas, en point de question. Et puis ça tord un peu le cou aussi, cette remarque de Paulo Freire, à cette illusion, enfin pour moi qui est une illusion, pour en discuter, de la bonne distance, cette supposée bonne distance qu'on enseignerait. Moi je ne pense pas qu'on fait de la clinique avec un double décimètre, donc il n'y a pas de bonne distance, il y a juste de l'implication, de la distanciation, et puis essayer d'y comprendre quelque chose. Voilà. Et puis on évoquait là aussi hier soir avec une organisatrice sur ce défi clinique la question et c'est un défi clinique, des prophéties autoréalisatrices dans lesquelles on peut être dans nos métiers. Je pense à la question de la fascination morbide qu'on peut avoir dans notre secteur pour des théories comme celle de la reproduction transgénérationnelle. Je ne méconnais pas qu'il puisse y avoir des effets de cet ordre-là, mais je veux souligner qu'il y a de la fascination morbide de notre part à y regarder sous cet angle-là, et ça finit par avoir des effets effectivement de reproduction, mais dans lesquels nous faisons partie des reproducteurs. Voilà, donc défi clinique, défi éthique également. Défi éthique, Emmanuel Lévinas, philosophe français contemporain également, enfin décédé comme Paul Ricoeur, l'humain ne s'offre que dans une relation qui n'est pas un pouvoir. Si on ne travaille pas la question du pouvoir en permanence, on va être uniquement dans des impasses et dans le discours des intentions. On n'est jamais à l'abri d'un abus de position dominante avec les plus pauvres. Quelques exemples qui ne concernent pas la clinique, mais qui concernent les institutions et tout un chacun, mais aussi les institutions. La loi 2002, vous savez, il y a 7 outils dans la loi 2002. Si on faisait une interro écrite, je fais le pari, je la fais parfois avec un certain nombre de groupes. On en oublie toujours un. On oublie toujours un des outils de la loi, c'est le décret pourtant pris en 2003 sur le recours à une personne qualifiée quand on a une difficulté dans l'établissement ou dans le service social ou médico-social dans lequel on est accueilli. Ce décret-là, on ne le porte pas à la connaissance des personnes, alors que ça leur serait très utile. À mon avis, c'est parce que c'était un des rares outils où on n'avait pas la main. On n'avait pas le pouvoir. Autant sur l'ensemble des autres outils, projet d'établissement, c'est nous qui tenons la plume, et contrat d'accueil, etc. Sur tous ces outils, on avait le pouvoir, on les a mis en place, plus ou moins bien. Et il y a des outils qui n'ont jamais été mis en place parce qu'ils interrogeaient la question du pouvoir qu'on peut redonner à l'autre.
Voilà, donc défi éthique, parce qu'on a un terrible pouvoir, on a le pouvoir des mots, je l'ai déjà dit, on a le pouvoir de tenir la plume pour écrire un rapport. Comment faire quand la relation avec des personnes qui vivent une vie violente, quand cette relation elle-même devient violente, quand la relation est ingrate, qu'elle est peu gratifiante, qu'elle nous fait peur, quand la gueule des gens ne nous revient pas, quand leur façon de nous parler ne revient pas, et quand ils nous renvoient finalement à notre confort de professionnel. Comment garder une ligne éthique? Alors là, j'accuse personne. C'est une question que je me pose aussi. Comment garder une ligne éthique quand la violence et le conflit suscitent en nous plutôt le désir d'instruire à charge, donc défi éthique. Et puis, défi épistémologique. Simplement, l'épistémologie, pour moi, c'est la réflexion sur les conditions de validité du discours scientifique et du savoir, en gros. Donc, je ne veux pas faire le savant en disant épistémologie, c'est simplement ça. Donc, on a à déconstruire un certain nombre de nos savoirs qui ont des usages et des fonctions idéologiques. Alors là, je vais me référer à Pierre Bourdieu. Les classes dominées ne parlent pas, elles sont parlées. Il disait dans d'autres écrits, les pauvres ne sont pas une classe, ils sont parlés comme tels. J'y reviendrai un peu plus tard, mais pour moi, il y a un vrai chantier à ouvrir, c'est celui de la recherche avec les personnes elles-mêmes. Je pense que là, il y a un continent même qui est inexploré. Au moins, c'est bien parce qu'on ne pourra pas dire qu'on a tout essayé, parce que là, à mon avis, on n'a encore quasiment rien essayé dans cette question-là. Ça me fait penser, par exemple, aux travaux en ce moment portés plutôt par les théoriciennes du Caire et Donna Haraway, par exemple, aux États-Unis, qui parlent de savoir situé, les savoirs situés. Donna Haraway est une féministe assez radicale qui produit des écrits très intéressants, notamment sur la question des savoirs situés. Ces savoirs situés, ce sont finalement des savoirs, on pourrait dire, moi je les appelle de derrière les fagots. C'est des savoirs non académiques, non surplombants, qui sont partiels, qui sont régionaux, qui sont singuliers, qui sont documentés par l'expérience des gens, mais qui offrent un point de vue extrêmement juste et qui débouchent des zones d'ombre que les savoirs académiques, le savoir des sciences humaines, échouaient à regarder. Ça, j'en suis intimement persuadé, parce que j'en fais l'expérience. Je vais essayer de vous le prouver dans la suite de mon propos. Et puis, je me référerai là aux travaux de Michel Foucault, en 1977. Il parlait du retour des savoirs assujettis. Et le retour des savoirs assujettis, pour lui, c'était la possibilité de soutenir une critique sociale. Donc si effectivement on veut instruire la critique de ces effets de contrôle social, il faut retourner de ce côté-là, à mon avis. Et il faut se pencher sur ce que sont les savoirs assujettis. C'est des savoirs disqualifiés. C'est justement les personnes, vous savez, il y a toujours un collège de personnalités qualifiées, quelque part, quand on crée une instance. Je pense qu'il est urgent de créer des collèges de personnalités disqualifiées. Et c'est là, à mon avis, qu'on pourra trouver des choses. Sinon, on redonde tous les uns et les autres avec les mêmes sources de savoir, alors que celle-ci, on n'est jamais allé la chercher. Ce qui est entendu très bien pour la loi sur le handicap. Rien pour nous sans nous. On a tout à fait entendu quand on a fait la loi pour l'égalité, les droits à la participation des personnes handicapées, en se disant on ne connaît pas l'expérience subjective d'une personne handicapée, quel que soit son type de handicap, et on va écouter ce qu'ils ont à nous raconter pour mieux comprendre comment on peut créer des dispositifs. Ça, personne n'en disconvient. Quand c'est à l'endroit des plus pauvres, il y a quand même un doute. Comment pourraient-ils, eux, savoir quelque chose, alors que nous, ça fait 2 siècles au moins qu'on essaye, en tout cas dans les sociétés démocratiques. Donc, retour des savoirs assujettis. Alors, les savoirs assujettis, ce n'est pas que les savoirs de nos usagers, ça peut être aussi tout à fait, pour les théoriciennes du Caire, en tout cas, les savoirs assujettis des agents les plus bas dans les catégories socio-professionnelles. Regardez ce que peuvent dire des TISF de leur travail, c'est extrêmement intéressant. Donc, quand elles se mettent à penser leur propre travail, à dire le travail, comment elles travaillent au niveau domestique, il sort des choses qui sont nouvelles, un nouveau regard. Donc, les savoirs assujettis, ce n'est pas que un plaidoyer pour mettre en avant le savoir des usagers, puis nous, on n'aurait plus rien à dire. C'est mettre en dialogue des savoirs qui ne sont pas surplombants. Voilà les 3 défis. Alors, je n'ai pas cité Kierkegaard, mais vous avez peut-être lu. Pour aider un maître, je dois certainement comprendre plus que lui, mais je dois d'abord comprendre ce qu'il comprend. Ça, c'est une perspective que je trouve intéressante, qui est portée par des systémiciens, comme dit Oslos, mais qu'il fallait rappeler. Alors, fin du préambule, qui était un peu long.
travailler avec des personnes en situation de pauvreté, c'est comprendre qu'ils ont un rapport particulier aux institutions publiques, aux services sociaux, à la participation citoyenne. Donc c'est de ça que je vais essayer de vous parler en 7 à 8 points. Une première chose, la participation des personnes les plus pauvres rime toujours d'abord avec la disqualification. Et ça, je l'ai étudié pas simplement dans le secteur de la protection de l'enfance. Bien avant de me resserrer sur la question de la protection de l'enfance, je travaillais sur les questions de démocratie participative et de politique de la ville. Et on trouve des théoriciens qui sont plus des politistes qui disent quasiment la même chose. Je pense à Loïc Blondiot et à quelques autres, à Marion Carrel évidemment, qui disent à peu près la même chose. Donc je cite Primo Levi, un homme ou une femme humilié, c'est-à-dire profondément empêché. L'humiliation naît de l'incapacité à avoir les règles sur sa propre vie et d'être déterminé par d'autres. Un philosophe contemporain, encore vivant, lui, il a une 50aine d'années, il a des écrits extrêmement intéressants, Fred Pochet, philosophe social, on parlera peut-être de la philosophie sociale à certains moments. C'est un courant qui ne méconnaît pas la sociologie, mais qui essaye, du point de vue philosophique, d'instruire la pensée philosophique à partir de la réalité vécue des gens. C'est ça qui est intéressant dans la philosophie sociale, et non pas à partir d'idéaux. Ce n'est pas une philosophie idéaliste qui définirait la justice, la démocratie ou le droit ex nihilo, mais qui essaye de la prendre, là encore, à ras de réalité. Une des clés de l'absence de participation de certaines personnes défavorisées à l'espace public se tient dans cette cruelle réalité, l'expérience de l'humiliation, du rejet et de la stigmatisation, qui implique une perte du sentiment de singularité. Quand on n'a pas les mots, quand on ne sait pas parler au micro, quand on est vite disqualifié par quelqu'un qui reprend le débat, quand on a une pensée qui arrive un petit peu en rang serré, qui est peut-être un peu violente, qui d'abord se joue toujours sous le coup de l'expression, de s'exprimer, il faut que ça sorte. Donc des fois, c'est pas toujours ordonné, c'est pas toujours policé. On a toujours un animateur de débat, j'espère que vous ne faites pas ça, monsieur Billet, je ne pense pas, mais qui va disqualifier ces personnes-là. On l'a vu dans les conseils de quartier, on voit comment une réunion comme ça peut disqualifier, humilier les gens, et finalement leur dire, mais vous n'avez rien à dire. Et puis après, on va se poser la question, tout ce qu'on en est, fonctionnaire de la politique de la ville, pourquoi les gens ne viennent pas? Ils ont tout à fait raison de venir, mais l'espace n'est pas fait pour eux. Donc ils restent chez eux, regardent le match, et ils ont tout à fait raison. Je mettrais bien cette réflexion sur la perte du sentiment de singularité de Fred Pochet avec cette petite expression en bas de ma diapositive. Et là, c'est du verbatim, c'est une citation qu'a dit une personne un jour en co-formation, justement. Il y a tout un travail qui vous sera expliqué tout à l'heure sur le début de ces co-formations. On essaie de travailler sur les représentations qu'on a les uns des autres. Qu'est-ce que ça veut dire être pauvre? Qu'est-ce que ça veut dire être professionnel? Chacun s'exprime, on dit ce qu'on pense de l'autre, etc. Et dans un débat, il y a quelqu'un qui dit « Mais finalement, être pauvre, c'est passer ta journée à rencontrer des gens qui sont payés pour te voir. » Ça, je pense qu'aucun sociologue, comme psychosociologue ou quoi que ce soit, l'aurait dit comme ça. Mais là, on sent quelque chose du côté du vécu, mais qui est d'une grande intelligence, et qui dit la perte du sentiment de singularité. Il y a quelque chose du côté du désespoir, je trouve, dans cette formulation, qui est tout à fait juste. On pourrait avoir un débat très long là-dessus, mais j'avance. Alors, comme vous êtes permis sur l'affiche, et j'ai trouvé ça très bien, l'affiche de vos assises, de faire référence à la liberté guidant le peuple, à propos de la disqualification, je me suis dit, on va faire appel à Hugo, je me sens autorisé. Donc voilà, Hugo le disait à sa façon, il est temps que le flot monte, assez de honte, citoyen. Voilà. Il l'invective au peuple, puisque vous êtes allé rechercher la liberté guidant le peuple. Là, on voit bien la liberté, mais on a vu, il reste 2 personnages dans votre affiche, mais il reste Gavroche quand même. Il n'est pas encore tombé, et il est là. Donc je me suis dit qu'on pouvait faire un petit hommage à Hugo. Alors, l'expérience de la disqualification et de la honte en général, encore plus, j'allais dire, dans les interventions sur la protection de l'enfance, là, donc je fais appel là à Catherine Selnay, mais pas que à elle. Si vous lisez le rapport que John Bowlby rend à l'OMS en 1951, Soins maternels et santé mentale de l'enfant, John Bowlby, le père des questions, un des pères des questions d'attachement, dans l'attachement et perte notamment, donc un docteur à qui on doit vraiment cette théorie de l'attachement sur laquelle on travaille beaucoup. Si une société s'intéresse à ses enfants, elle doit prendre soin de leurs parents.
Et puis on pourrait retrouver, je pense aussi à ce que disait Myriam David, la pédiatre et psychanalyste, qui dit qu'un enfant séparé de ses enfants a besoin de savoir qu'on s'occupe de lui, mais il a aussi vraiment besoin de savoir qu'on s'occupe de ses parents et qu'on en prend soin. Et c'est aussi quelque chose qui est vérifié par la recherche de Christine Abels-Hébert, qui est une sociologue clinicienne de l'ITS de Tours, dans un bouquin qu'elle a fait il y a une dizaine d'années qui s'appelle « Pourquoi on nous a séparés ?» récits croisés de parents, de professionnels et d'enfants. Et beaucoup des enfants qu'elle a rencontrés posent la question « mais moi on m'a accueilli, mais qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a aidé mes parents ?» Je ne suis pas sûr qu'on les ait toujours aidés. Donc il y a une vraie question aussi autour de ça, évidemment. C'est aussi la conclusion à laquelle aboutit Régis Séché, qui a été éducateur en protection de l'enfance et qui a fait une thèse sur la reconnaissance sociale et la dignité des parents d'enfants placés, avec un angle de philosophie sociale en s'appuyant sur les travaux de Paul Ricoeur sur la reconnaissance, mais d'Axel Honneth également, dont M. Corbin a parlé ce matin. Reconnaissance sociale et dignité des parents d'enfants placés. Régis Séché se posait cette question-là. Est-ce qu'effectivement des parents, y compris des parents qui ont pu être maltraitants, en prendre soin, c'est prendre soin des enfants. Il aboutit au fait qu'évidemment, ça fait partie du lot. Et puis, on pourrait interroger aussi, si j'arrive à m'y retrouver, en tout cas, on pourrait interroger aussi, oui, voilà, une réflexion que fait une mère. Là, je vais citer une mère qui raconte à Christine Abels-Hébert, qui dit « À chaque fois qu'on me parlait de ma fille, c'était pour me renvoyer une image de mauvaise mère, donc disqualification. Je n'en pouvais plus et j'avais envie de l'abandonner et de ne plus en entendre parler. » Et je pense à une co-formation qu'on a faite il y a quelques mois, au mois de novembre, où une maman, à un moment donné, dit « Mais on dirait que tout est fait pour qu'on se dise qu'on est des mauvais parents, des incapables, et pour qu'on abandonne. » Voilà, je mettrai bien ces deux réflexions-là sur l'abandon en lien avec le syndrome de délaissement parental. De quoi le délaissement parental est-il le nom? Ça vaut le coup de se poser la question. Je n'ai pas de réponse là non plus, mais je trouve qu'il ne faudrait pas aller trop vite en besogne. Est-ce que c'est un mécanisme de défense pour survivre? Est-ce que c'est une interaction sociale? Est-ce que c'est un symptôme purement psychique? Je trouve que ça vaut le coup de se poser la question. Donc défi épistémologique et défi clinique. Et je mets cette réflexion en lien avec l'appel que me fait une médecin de PMI il y a quelques mois, qui me dit « Monsieur Sochard, je ne sais pas comment faire. Il y a aujourd'hui dans mon conseil général un lien entre le service adoption et les inspecteurs de protection de l'enfance pour essayer de faire que les mamans dans la grande galère et dans la grande précarité, qui sont des jeunes mères, puissent accoucher sous X. » Voilà. Et on voit comment de deux problèmes, le manque d'enfants adoptables, et un autre problème, la difficulté d'élever des enfants dans des conditions de grande précarité, de deux problèmes, on peut faire une solution. S'il n'y a pas de question éthique, effectivement, de deux problèmes, on fait une solution. Je trouve qu'il faut en tout cas, alors c'était une pratique médiévale, une pratique des sociétés de l'Ancien Régime, mais en tout cas, il faut poser la question. Et là encore, je ne dis pas que le délaissement parental ne serait lié qu'à ça, mais il y a des effets d'interaction qu'il faut interroger. Voilà, cette disqualification est un problème pour l'enfant. Une psychanalyste aussi le disait, on ne peut pas prétendre respecter un enfant si l'on ne respecte pas les parents dont il est issu. Caroline Eliachev. Deuxième point que j'ai envie d'aborder avec vous sur cette question, c'est ce que j'ai appris auprès des plus pauvres, c'est qu'ils ont intériorisé qu'ils n'auraient rien à dire. Ils ont intériorisé que leur pensée n'est pas intéressante et qu'ils n'ont pas de pensée. Pourquoi venez-vous vers moi, j'ai rien à dire. Alors, Rainer Maria Rilke le disait, les pauvres sont aussi silencieux que les choses. Être pauvre, c'est vivre une expérience permanente de la parole bafouée. On n'a pas les mots, les gens finissent les phrases à votre place, ils vous reprennent, ils vous corrigent. Et Christine Abels-Hébert le dit, ils n'ignorent pas qu'ils savent parler et s'exprimer, mais on met si souvent en doute ce qu'ils disent qu'ils ont appris à se taire, parfois à douter de cette parole et de leur capacité à l'exprimer. Ricoeur le dit dans Le Juste 2, le deuxième opuscule sur le juste, se croire incapable de parler, c'est déjà être un infirme du langage, excommunié en quelque sorte, sorti de la communauté des hommes.
Alors le premier travail qu'on fait à la fois pour les coformations avec Atelier Carmonde, mais quand j'ai fait venir un certain nombre d'usagers de l'action sociale dans beaucoup de formations que j'ai organisées, c'est d'aller vers les gens en leur disant « Je ne veux pas que vous témoigniez, je n'ai pas besoin de savoir vos problèmes, je m'en fous, ce n'est pas ma question, je veux que vous nous aidiez à réfléchir. Il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. » Voilà, c'est d'arriver les mains vides et de dire qu'on a besoin de leur intelligence. Et de le dire sans flagornerie, mais avec une vraie conviction. Je pense qu'on peut démarrer les choses comme ça. On ne sait pas. Si on sait, eux ne sauront pas et penseront surtout que leur savoir n'est certainement pas aussi bien que le nôtre, hein, vu que nous, on est bien éduqués et qu'on a fait des études. Et surtout, quand on va vers les gens, quelque chose aussi qui me paraît important, c'est, alors je vais le dire comme ça, mais ça peut prendre des formes très subtiles, parce que 15 ans de formation avec les plus pauvres, je trouve que c'est sorti très souvent cette question-là, c'est qu'au bout du compte, et c'est d'ailleurs comme ça que la démocratie participative s'en sort des fois en se disant ça n'a pas produit de résultat mais ça fait du bien aux gens. Hein. Donc au bout du compte, on se dit que ça va leur faire du bien de s'exprimer, ça va les sortir, hein, ils vont se sentir plus à l'aise. Hein. Et le vécu des personnes vivant la pauvreté quand ils commencent à entrer en dialogue avec nous, c'est un vécu de condescendance bienveillante que je trouve absolument insupportable. Eux-mêmes la ressentent très bien. Là aussi, c'est Axel Honneth qui dit que les plus pauvres ont une conscience morale très aiguë de ce qui est juste et injuste. Ils le ressentent. Ils n'arrivent pas forcément bien à l'exprimer. Ils ont une conscience morale très aiguë de l'injustice. Donc cette condescendance, évidemment, a des effets délétères. Je pense là aussi à la formule de Nietzsche, hein, tout plutôt que la pitié. Et puis à celle de Camus, évidemment, hein, une certaine somme d'années vécues misérablement suffisent à construire une sensibilité. Et je dis pas une sensiblerie, les gens ne nous font pas pleurer, c'est pas la question. Une sensibilité, c'est la capacité de ressentir des choses et de les exprimer, hein, de savoir ce qui se passe, hein, et de le mettre en mots. Troisième chose qui me paraît caractéristique de ce que j'ai appris, en tout cas retenu à propos des plus pauvres, c'est leur invisibilisation dans l'espace social, par peur des services sociaux. Il y a un développement du non-recours aussi, et puis par peur du placement. Je ne pensais pas, en travaillant avec les plus pauvres, que la peur du placement était aussi forte. Hein. Et là, je mettrais bien une citation d'une dame qui nous dit, alors là aussi, elle parle de l'invisibilisation. La misère, c'est regarder passer la vie et ne pas être dedans. Voilà. Vous voyez, plusieurs phrases que j'ai dites, prononcées, des citations de personnes qui vivent dans la pauvreté ont des effets métaphoriques. Hein. On pourra y revenir tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un vrai intérêt et un vrai savoir dans la métaphore. Il y a des linguistes qui le disent, Paul Ricoeur aussi, dans tout son travail sur la métaphore vive. Il y a un vrai intérêt, c'est pas simplement pour faire joli. Hein. Il y a quelque chose du dévoilement d'une réalité insaisissable par le discours scientifique, y compris le discours des sciences humaines, qui est révélé par la métaphore. C'est ce qui fait que la poésie est si puissante à dire la condition humaine, et elle dit quelque chose de la vérité, hein, de la condition humaine, sans forcément être dans un discours. Je pense que les plus pauvres, ils nous amènent quelque chose de cet ordre-là, parce que ce savoir-là, il vient parler à d'autres registres que les registres purement cognitifs, rationnels, scientifiques. Ils viennent parler à d'autres endroits du professionnel qu'on est. Et ça a un vrai intérêt pédagogiquement. Donc, invisibilisation dans l'espace social, par peur, souvent. Hein. Et là, je ne résiste pas non plus, il faut que je retrouve, c'est plus loin, à vous dire, là aussi, dans une coformation, des professionnels essaient d'expliquer, mais pourquoi vous avez peur? Bon, en gros, vous voyez, nous, on n'est pas méchants, on est travailleurs sociaux, on est là, évidemment, plutôt on est mis en place par la société pour vous aider. Enfin, vous voyez comment on peut essayer de dire voilà, qu'on est à leur service, etc., avec la meilleure intention du monde, il n'y a aucun souci. Et c'est pas de ça dont il est question. Mais cette dame, et donc nous on dit, mais la peur c'est un sentiment. Hein, donc nous on voulait balayer la peur comme on balaye une larme au coin de l'œil. Hein. Et puis il y a une dame qui prend la parole qui me dit, mais non. Alors elle dit, c'est de par la vie en fait la peur. C'est de par la vie. C'est quelque chose qui est inscrit dans notre histoire. C'est dans ce sens-là qu'on dit que c'est pas qu'un sentiment. Vivre dans la misère, c'est vivre dans la peur. La peur, pour elle, donc, c'est quasiment un savoir d'expérience et une transmission. Hein, voilà. Et elle disait aussi, cette dame, dans cette formation, on se dit, nous, dans les milieux de grande pauvreté, attention, si tu vas aller voir, c'est vrai que tu vas aller voir l'assistante sociale, mais si tu vas la voir,
ils vont te mettre le grappin dessus. Donc, et elle prononce le mot à un moment donné qu'on prononce d'habitude pour les bandits. Si tu vas la voir, tu vas tomber. Si tu vas la voir, tu vas tomber. C'est les bandits qui tombent. Ils sont écroués. Et on dit un bandit tombe parce que la police lui a mis le grappin dessus. Donc la peur est extrêmement présente. C'est ce que dit à sa façon Mariette Legendre, qui est médecin de famille, quand elle avait fait son audition auprès de la DGAS pour le rapport Périnatalité et grande pauvreté en 2005. Ces femmes en situation de grande pauvreté qui ont peur d'annoncer leur grossesse par crainte d'une proposition d'avortement, d'une surveillance des travailleurs sociaux sur leur vie privée ou d'une proposition d'accouchement sous X. Maintenant, on le sait. Alors, invisibilisation évidemment dans l'espace social, mais j'aurais envie de dire aussi dans le temps social. Qui c'est qui parlait ce matin des vacances ou du ski, je ne sais plus. Mais voilà, au moment où l'ensemble d'une société parle, c'est le temps des vacances, on sort les crèmes à bronzage et tous les journaux ne parlent que de ça et des coups de soleil, etc. Évidemment, il y a toute une partie des gens pour qui ce n'est pas du tout une réalité. Donc, invisibilisation dans l'espace, mais invisibilisation également dans le temps social. Alors, sur le non-recours, je renvoie, parce que je n'ai pas suffisamment de temps, mais à tous les travaux de l'Odénor. Il existe un observatoire des non-recours à Grenoble. Vous tapez Odénor, observatoire des non-recours, et vous trouvez beaucoup d'études sur cette question-là. Les travaux de Laurent Hoth aussi, j'ai vu deux bouquins de Laurent Hoth à la librairie. Laurent Hoth instruit tout à fait bien cette affaire-là aussi. Je pense à un de ses textes qu'il avait fait pour DEI France, la Défense des enfants internationale, section France, les enfants pauvres exclus de leur propre structure. Comment les services publics, finalement, finissaient par un certain nombre de règlements, par exclure les enfants les plus pauvres, des cantines, de la garderie, etc., parce que ça ne le faisait pas avec eux. Voilà. Vivre pauvre, c'est sans doute aussi une expérience de rapport de pouvoir très inégal avec la puissance publique, avec les institutions, avec les services sociaux et avec les professionnels. Et là, je trouve cette phrase admirable. Là encore, c'est une personne qui nous l'a dit un jour en formation. Être pauvre, c'est dire oui quand on pense non. Alors, ça nous fait réviser la question du contrat, qui est un maître mot dans nos métiers. Il y avait une dame, une fois pour le contrat, on faisait du théâtre forum, et elle avait dit, mais là, alors on fait plusieurs scènes de théâtre forum pour travailler avec les professionnels et les plus pauvres, pour essayer de comprendre une situation, mais là, au lieu d'en discuter, on la jouait en théâtre forum, théâtre de l'opprimé, et elle dit, cette scène-là, il faut qu'on l'appelle « signez-la », parce que c'était le moment où deux professionnels voulaient recueillir l'adhésion de la personne, et c'était pas accusatoire contre les professionnels, mais on voyait comment quelque chose se retournait de l'intention, et que la personne vivait comme un chantage, et finalement, à la fin, la personne signe là, donc elle a dit oui, mais elle pense non, mais elle ne peut pas dire, elle peut pas. Alors ça pose toute la question, après, on n'aura pas le temps de faire des préconisations, mais évidemment, ça ouvre toute la question de l'importance de la contradiction, et du statut qu'on donne à la contradiction, donc à l'expression d'un non, d'un ça va pas, voire d'une expression qui arrive en rang serré dans nos services. Qu'est-ce qu'on fait de ça, donc l'expérience de rapport de pouvoir inégal. Un autre exemple à partir de la loi 2002, un des outils de la loi, c'est la charte des droits et libertés de la personne accueillie. Il y a un déni de droit que nous accomplissons tous, je dis un nous global pour toutes les institutions, pour que tout le monde en prenne pour son grade, et un déni de droit régulier sur l'article 4 de cette charte des droits et libertés de la personne accueillie, c'est le droit à être accompagné de la personne de son choix. Ce que me racontent les plus pauvres qui ont essayé de mettre en place l'application de la loi, c'est qu'on ait conduit la personne, je viens pour ma situation accompagné d'un ami, d'un voisin, et il y a un rapport de contre-pouvoir là. Qu'est-ce qu'il fait là? Moi j'avais des choses à dire à cette personne, etc. Et il y a beaucoup d'arguments qui sont déployés du genre mais vous n'êtes pas assez grand pour venir tout seul, et puis ce monsieur-là n'est pas de votre famille, au nom du secret professionnel je ne pourrais pas dire des choses parce que monsieur va entendre, etc. Enfin vous voyez comment on peut habiller après avec beaucoup d'éléments quelque chose qui en fait faut accepter de voir qu'on est pris là par la question du pouvoir. Et on n'a
peur d'avoir un contre-pouvoir. Alors que c'est si simple, on le sait pour nous, hein, si on va à l'hôpital et qu'on a des annonces pas très drôles à faire sur des radios ou des comptes rendus d'examen, c'est sans doute mieux d'être accompagné d'un ami, d'un frère ou d'une compagne, parce que nous, on est tellement pris par la panique qu'on ne sait pas du tout ce que le cancérologue il a dit, et que c'est la personne à côté qui va dire « mais non, non, il n'a pas dit ça, attends, il a... voilà, etc. » Parce que nous, on est complètement pris par notre situation. Là, il y a quelque chose. Ce qu'on peut comprendre pour nous dans ces situations-là, on a beaucoup plus de mal à le comprendre. Et donc, il y a un déni de droit à cet endroit-là. Hein. Christine Abel-Sébert, alors là, c'est Maurice Titran, mais je pense que j'ai... Ah ben non, c'est pas Christine Abel-Sébert. Si, mais j'ai lu trop de citations. Maurice Titran, qui est un pédiatre pour qui j'ai beaucoup d'admiration, disparu il y a quelques années, avait écrit un bouquin sur les vies de famille le travail qu'il faisait auprès des plus pauvres avec Thérèse Potekoff. Il disait souvent, nous leur demandons des choses que nous ne ferions jamais nous-mêmes. Pourquoi imposer à quelqu'un ce que je ne pourrais pas, moi, supporter dans ma propre liberté? Et puis j'ai cité le travail excellent aussi d'une collègue, Christine Bonnefoy, qui travaille aujourd'hui au foyer départemental de l'enfance en Savoie. C'est téléchargeable sur Internet, un peu son travail, où elle réfléchit à l'exercice du pouvoir entre parents et professionnels dans le cadre de la protection de l'enfance. Étude des conditions d'exercice du pouvoir. Entre contraintes et négociations, quelle place donne-t-on au conflit? Et Christine Abel-Sébert, oui voilà, je retrouve ce que je voulais dire, dans ce bouquin « Pourquoi on nous a séparés », dit à un moment donné qu'elle a rencontré des parents pris dans des spirales infernales. Là encore, l'intention des travailleurs sociaux n'est absolument pas à mettre en question. C'est des effets institutionnels dans lesquels on est pris à notre corps défendant. Elle dit que ses parents se retrouvent dans une spirale infernale face à des impasses, dans un tunnel dont on ne voit jamais le bout, tant les attentes qui sont formulées à leur égard sont exigeantes, voire contradictoires, au risque de rendre fou l'autre, celui auquel elles sont adressées. Et là, j'ai pensé, évidemment, en la lisant, encore à un bouquin de 1977, hein, c'était l'année de la grande critique sociale, l'effort pour rendre l'autre fou du psychiatre et psychanalyste américain Harold Searle, qui est extrêmement intéressant. Rendre l'autre fou, dit-il, est dans le pouvoir de chacun, qu'il ne puisse pas exister pour son compte, penser, désirer en se souvenant de lui-même et de ce qui lui revient en propre. Voilà, il y a quelque chose de cette dépossession-là qui peut être à l'œuvre si on n'y prend pas garde. Et on sait le dénoncer tout à fait en tant que salarié, dans des rapports de harcèlement ou dans des rapports de demandes institutionnelles complètement délirantes, d'injonctions contradictoires. Et là, personne ne va méconnaître cet effort pour rendre l'autre fou. Il faut alors l'entendre aussi à l'endroit des personnes exclues dans le rapport qu'elles ont aux institutions. Sinon, il ne faut pas l'entendre non plus pour la question de l'emprise dans le cadre de la violence conjugale ou pour la question des effets psychologiques sur quelqu'un d'un harcèlement au travail. Voilà, je vais passer pour le reste parce que sinon on va être trop long. Voilà, rapport du défenseur des enfants qui disait ça à sa façon aussi en 2004. Je lis que ce qui est en violet. Certains parents se sentent désemparés, seuls, sans droit, impuissants, humiliés. C'est le défenseur des enfants qui le dit en 2004 sur les questions d'assistance éducative. Voilà. Et ça ne marche plus. Si, ça y est, c'est bon. L'effacement, alors, j'ai passé trop de choses là, non? Excusez-moi. Voilà, un petit mot quand même sur la place des hommes, la place des pères, dans les milieux très populaires. Je disais récemment dans une assemblée, suite à un débat qu'il y avait eu à l'Association nationale des centres parentaux, j'ai l'impression qu'un père dans les structures de l'enfance, ça s'excuse, ça sait pas, ça dit rien, ou ça gueule, en gros. Et je crois, hein, vraiment, j'ai une expérience de père, j'ai la chance d'être pas dans un milieu très pauvre, mais je sais pas, je dis rien, et souvent je m'excuse. À l'école, par exemple, vous voyez, hein, voilà, on est souvent très mal à l'aise. Alors, dans les classes populaires, c'est pas facile d'être un homme ou d'être un père. Si la femme peut endosser le rôle social de mère, le rôle social de l'homme, quoi qu'on en dise, sa fierté, c'est de ramener de quoi nourrir ses enfants, et c'est le travail. On le sait très bien, dans les dispositifs de soutien à la parentalité, il y a peu d'hommes, ça reste encore beaucoup l'affaire, y compris dans nos professions, nous semble-t-il, l'affaire des femmes. Et je crois que c'est encore plus vrai dans les familles pauvres. Hein. Et cette tendance à l'invisibilisation des pères, qui est un vrai point aveugle de notre travail, est encore accentuée dans les services publics de l'enfance. Hein. L'enfance, c'est la question des mères à la maternité, à l'école maternelle,
avec des assistantes maternelles, avec une protection maternelle et infantile, etc., etc. Et là, je vais prendre appui sur une femme psychanalyste pour le dire, comme ça, on ne m'accusera pas. C'est Sylviane Giampino, qui est psychanalyste et présidente de l'ANAPSI, l'Association nationale des psys de la petite enfance, qui disait au congrès de la PMI, des syndicats nationaux des médecins de PMI il y a 2-3 ans, elle disait « J'accuse la PMI d'être materno-centrée, d'être fascinée par la dyade mère-enfant. » Voilà. Donc je trouve que ça, c'est assez intéressant qu'une femme psychanalyste puisse nous le rappeler. Et je ferai juste référence aux travaux de Marie-Clémence Le Pape. Ils sont là, en fait. Oui, voilà. Sociologue, qui a travaillé sur être parent dans les milieux populaires entre valeurs familiales traditionnelles et nouvelles normes éducatives, voilà, qui montre comment des pères de milieux populaires sont attachés à la figure du pater familias comme possibilité d'affirmer une forme d'autorité, même s'ils sont en même temps en train de retravailler à l'égard des questions de dialogue au sein de la famille. Leur position n'empêche qu'il y a un ancrage assez fort là-dessus. Pour se mettre en horizontalité dans le dialogue, ce que j'essaie de faire, moi, de façon merdique avec mes gamins, pour se mettre en horizontalité, il faut avoir une sacrée verticalité. J'ai aucun mérite à avoir cette verticalité. J'ai un boulot, je suis souvent absent, donc ils se disent « Papa, il n'est pas là, il gagne de l'argent. » Enfin, il y a quelque chose qui se passe qui fait que ça va bien. J'ai eu la chance d'avoir un parcours scolaire, etc. Ma verticalité, le fait que ça tienne, que j'ai une colonne vertébrale qui ne me met pas en danger quand je me mets en horizontalité vis-à-vis d'eux, je ne suis pas sûr que tous les pères et les parents des milieux populaires aient cette verticalité sociale qui les assure que de se mettre en horizontalité n'est pas dangereuse pour eux. Et donc ils sont pris dans ces contradictions de non, il faut être ferme, madame, ou monsieur, évidemment. Voilà. Il faut à la fois toujours être ferme et en même temps, il ne faut pas taper. Enfin, vous voyez, on est pris dans des injonctions comme ça qui peuvent être tout à fait paradoxales. Voilà. Donc, entrer dans le jeu de négociation au sein de la famille nécessite d'être armé. Voilà. Et on va en arriver petit à petit aux éléments un peu centraux en tout cas aux conclusions de questions de parentalité. Il faudrait 5 minutes, ce serait bien. Bon, très vite alors, je vais passer celle-ci, mais je vous renvoie aux travaux de Arno Freuenfelder, avec une équipe de sociologues suisses. Il a montré, tout à fait comme Xavier Bouchereau le dit dans certains de ses articles, il parle d'ethnocentrisme de classe, Xavier Bouchereau, à propos du travail en assistance éducative. Freuenfelder le disait tout à fait pareil dans un interview à SH. On a, dans nos métiers, fait exister une norme de parentalité qui en fait est une norme de classe moyenne, une norme en tout cas qui vient de nos métiers, et nous on a les moyens de cette norme-là. Et elle met énormément en difficulté un certain nombre d'autres parents. Il parle de tension de classe autour du monopole de la définition légitime de la bonne parentalité. Je passe là-dessus. Chose qui me paraît absolument, je ne peux pas ne pas le dire. Il y a quelque chose mais qui pèse aussi sur nous, mais il faut qu'on en soit très vigilant. C'est l'effacement de la question sociale. Quelque chose qui caractérise nos sociétés contemporaines, occidentales, c'est l'effacement de la question sociale au profit de la responsabilité individuelle. Et c'est une injustice sociale, d'autant plus quand on ne peut pas l'analyser. Le mot injustice sociale, je soulignerai que le mot injustice sociale n'est jamais repris dans le discours politique. Personne ne parle d'injustice ou de justice sociale. On va parler de solidarité, mais on ne parle pas. Le mot de justice sociale ou d'injustice sociale, je vous mets au défi de le trouver dans des propos politiques. Je pense que ça, c'est un vrai symptôme. Alors, effacement de la question sociale, quelques exemples. Les émeutes des banlieues en 2005, ce n'est pas une question sociale, c'est une question ethnique. Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui lui donne la réplique? Jean-Louis Borloo, pendant 3 mois, est muet comme une carpe, ministre des Affaires sociales. Il ne dit rien. Qui donne la réponse à Sarkozy? Azouz Begag, qui du coup est rentré à l'insu de son plein gré. Alors il devait être secrétaire d'État quelque chose aux questions d'intégration. En venant porter la contradiction, très faible face à Sarkozy, il vient entériner le fait que les émeutes sont une question ethnique et pas une question sociale. Jean-Louis Borloo était absent du débat là-dessus. Bon, il y aurait plein d'autres exemples à donner.
un préfet, au même moment, hein, dans les mêmes années, une jeune maman, si vous vous souvenez de cet épisode-là, une jeune maman se défenestre le jour de la rentrée scolaire. Voilà, parce qu'on frappait à sa porte et elle ne répondait pas, donc elle était menacée d'expulsion. Ses enfants venaient de rentrer, elle dominait l'école où ses enfants avaient fait leur rentrée, et puis quand les huissiers arrivent, elle se jette par la fenêtre, elle meurt. Le préfet déclare le lendemain, ce n'est pas un drame de la précarité, c'est un drame de l'isolement. Fermez le banc. Pour moi, c'est scandaleux, ce genre de... Voilà. Ce qui est scandaleux, c'est que ce soit pas repris, qu'il y ait des gens pour porter ce genre d'ineptie, c'est normal, mais que ce soit repris par personne, c'est scandaleux. Voilà. Ce que dit tout à fait justement une dame qui disait dans une formation, quand il y a des problèmes dans la cité, c'est toujours à cause de nos enfants. Hein, on le sait bien, c'est toujours à cause de nous. Donc cet effacement de la question sociale, je pense que c'est une vraie injustice. Et malheureusement, en protection de l'enfance, la traduction principale de cet effacement, ça donne, alors pour rentrer vraiment dans la protection de l'enfance, des évaluations de situation familiale non contextualisées. Il y a des écrits entiers de Catherine Selnay sur cette question-là, dès les années 99 et 2002. Et puis, malheureusement aussi, et pourtant je suis psychologue à la base, la traduction principale de cet effacement de la question sociale en protection de l'enfance, c'est une survalorisation des éléments psychologiques. Le paradigme psychologique ou psychopathologique fonctionne malheureusement, trop souvent, comme éviction des autres points de vue, avec une position surplombante de méta-point de vue. Et là, je pense qu'on a vraiment quelque chose, il y a un impératif à dépsychologiser. J'avais travaillé dans le cadre des universités populaires de parents, qui est un dispositif de recherche-action. En 2010, on a publié ensemble chez Chronique Sociale, et les parents de milieux populaires avaient eux-mêmes fait la conclusion dans leur recherche, c'était eux qui étaient chercheurs, nous on ne faisait que les accompagner. Ils ont dit il faut absolument dépsychologiser les analyses, sinon on ne va pas s'en sortir. Eux-mêmes l'ont dit et ils l'ont tout à fait compris en faisant cette recherche-là. Bon, voilà, je ne vous lis pas ce que raconte Lévinas là-dessus, on n'a pas trop le temps. Catherine Selnay, voilà, il manque dans les évaluations ce qui peut modifier en positif ou en négatif les éléments de cette parentalité, le contexte économique, social, familial, etc. Je voulais citer quand même Guillaume Leblanc, philosophe social, qui le dit de façon très... C'est un philosophe, on pourrait penser que c'est un pamphlétaire, mais c'est un vrai philosophe. Guillaume Leblanc, dans Vie ordinaire et vie précaire, qui est également auteur de L'invisibilité sociale, dit les choses tout à fait de cette façon-là. La précarité relève d'une histoire et non d'une nature, et cette histoire est toujours l'histoire d'une malédiction sociale qui défait les liens, qui métamorphose l'injustice en honte, intériorisation, et qui accomplit ainsi la ruine du précaire, la mutilation de sa vie psychique, désormais marquée au fer rouge. Donc, évidemment qu'il y a des effets psychiques. Mais ce n'est pas parce qu'ils arrivent à l'endroit... Enfin, c'est pas, le lieu d'apparition du phénomène n'emmène pas la causalité du phénomène. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce n'est pas parce qu'on a des résonances psychopathologiques. Alors, il peut y avoir aussi des origines de ce côté-là. Non, là, je ne veux pas non plus. Mais ce n'est pas parce que ça apparaît à cet endroit-là que la cause est purement à cet endroit-là. Il y a plein de travaux, là je pense à ceux de Jacquion, sur souffrance psychique et exclusion sociale, où aujourd'hui on sait très bien que la nosographie, elle est brouillée, et que du coup les travailleurs sociaux travaillent avec les centres de santé mentale, parce qu'on n'arrive plus à savoir qui de l'œuf ou de la poule entraîne l'un ou l'autre. Donc il y a là aussi un vrai défi épistémologique et clinique à relever. Et puis, ce sera peut-être ma conclusion alors, pour avoir un petit temps de débat. La parentalité m'apparaît aujourd'hui être une figure masquée du contrôle social. Alors je l'ai mis en point d'interrogation, mais je vais peut-être le mettre en affirmation. C'est en tout cas un symptôme des points aveugles des institutions et des professionnels. C'est une notion à déconstruire. Alors qu'est-ce que je peux dire de ça très rapidement ? Parentalité, c'est évidemment élaboré dans un champ scientifique. Il y a eu tous les travaux sur les enjeux de la parentalité, la mission avec Ouzel et compagnie. Et il y a plein de choses extrêmement intéressantes. Pour autant, si on glisse du registre scientifique vers un registre un peu normatif, sans s'en être aperçu, on est là dans le contrôle social. Et je le dis parce que la parentalité, elle est arrivée peu de temps après d'autres notions qui étaient celles d'employabilité et de citoyenneté. Et moi, je trouve que parentalité, citoyenneté, employabilité, c'est un catéchisme républicain qui est toujours pour les mêmes. Parce que ça vise les mêmes, on le sait bien, moi on ne m'emmerde pas avec ma citoyenneté, on ne m'emmerde pas avec ma parentalité, et on ne m'emmerde pas avec mon employabilité, excusez-moi l'expression. C'est toujours pour les mêmes, c'est dans des secteurs très différents, et en tout cas c'est des concepts qui peuvent avoir leur utilité, je ne méconnais pas la question de la citoyenneté, il y a plein de choses à en dire. N'empêche qu'ils font disparaître le fait que le problème est une interaction sociale,
en donnant à penser que c'est intrinsèque aux gens. Hein. L'immigré, je vais faire une caricature, mais l'immigré des années 50 qui ne parle pas un mot de français n'est pas employable. Son employabilité, elle est nulle quand il débarque. Mais il a du boulot, d'accord ? Donc on n'a pas travaillé sur son employabilité, il a eu du boulot, et puis il s'est intégré voilà, de cette façon-là. Donc l'employabilité n'est venue dans les politiques publiques qu'au moment où on était en manque de donner de l'emploi. Hein. Donc il faut se méfier, parentalité c'est pareil. On est tous perdus sur la question de l'éducation, moi le premier, et je trouve qu'il faut interroger ça. Alors, c'est un catéchisme républicain qui rime de loin avec liberté, égalité, fraternité, me semble-t-il. Et je cite le pédopsychiatre canadien Michel Lemay, l'inaptitude des adultes à satisfaire les besoins des enfants et à garantir leurs droits résulte d'un dysfonctionnement d'un système global dont nous, les intervenants, faisons partie. Dernière slide, parce qu'après je vais me faire... Mais vous aurez raison. Je rappelle simplement ça. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dans son article 10, dit « La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Voilà, donc ce n'est pas une accusation évidemment que je porte sur votre secteur ou le mien, le secteur de la protection de l'enfance. On est tous dans la même galère, mais en tout cas il y a quelque chose de ce côté-là qu'il faut absolument interroger. Et je trouve que parentalité, moi j'ai tendance à dire que c'est un gros mot. Commencer une relation en parlant de la parentalité avec des gens, c'est pas très poli. Hein. Nous on va pas nous parler de notre professionnalité. J'entendais une élue de Nancy récemment dire, moi je parle de conditions parentales. Je trouve que ça change. C'est toute petite chose sémantique, mais ça change la donne. Il y a des filles, je pense à Fred Pochet, il parle de la question de la transmission, Hannah Arendt, de la communauté adulte, d'autres de la coéducation. On a certainement d'autres notions qui nous emmènent dans cette galère de l'éducation. Qu'est-ce que c'est que donner aujourd'hui l'envie de grandir dans ce monde-là? Moi, je trouve que c'est ça la question qu'on a à tous à se poser, quel que soit l'endroit éducatif où on se situe, parents ou pas. Mais on est tous un peu perdus, on est tous dans le brouillard là-dessus. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Alors merci à Laurent Sochard et merci en particulier d'avoir accepté de condenser, de remanier en improvisant ce remaniement. Vraiment merci beaucoup. On va prendre, si vous voulez bien, 2 questions dans la salle, 2 interventions pour garder l'esprit de dialogue que nous avons essayé d'établir ce matin. Est-ce que parmi vous, alors voilà, il y a une première question qui peut venir à droite. Encore faut-il qu'on puisse vous tendre un micro. Et puis, voilà, le micro arrive. Parfait. Je vous en prie. Oui. Bonjour. Question, je ne sais pas, mais enfin, je suis très heureux d'entendre ce que j'ai entendu, notamment sur la question de la nécessité et l'impératif de dépsychologiser l'analyse des situations. Quand on dit ça dans les équipes, souvent on passe pour un aimable plaisantin ou pour, voilà, je ne sais quoi. Donc ça vraiment, je trouve intéressant que ce soit réaffirmé parce que je ne l'entends pas très souvent, voilà, sur le terrain. Et par rapport à toutes les approches que vous avez mentionnées, bien entendu, je crois qu'en filigrane, il y a toute la question de l'exclusion de la pauvreté, mais aussi de l'auto-exclusion. Vous avez cité beaucoup de personnes à travers ce que vous évoquiez. J'ai pensé aussi à Didier Ribon qui parle de la société comme un verdict et qui mentionne vraiment la question de l'auto-exclusion dans les classes populaires, notamment du système scolaire. Voilà, et c'est, je crois, dans les questions d'AMO, des choses souvent quasi insolubles auxquelles on est confronté. Voilà, alors comment les travailler avec ou sans. Voilà, donc la question de l'exclusion, de l'auto-exclusion, de la honte, donc Annie Ernaux, etc. Voilà. Guillaume Leblanc, vous l'avez évoqué, et la représentativité par rapport à l'invisibilité sociale, voilà, qui paraît aussi très importante. Voilà. Alors c'est plus un commentaire qu'une question, mais très bien. Merci. Mais qui est vraiment un analyseur des pratiques important, je crois, et c'est un point aveugle, je pense, sur lesquels il faudrait insister davantage. Est-ce qu'on a dans la salle une autre intervention, commentaire ou question, réaction?
Monsieur Sochard, vous souhaitez prolonger, reprendre? Non, j'ai beaucoup parlé, donc je préfère qu'il y ait une question Allez. ou un commentaire. Simplement dire, enfin voilà, quand je parle de dépsychologiser, comme aujourd'hui, il y a tout on en parlait avec la collègue psychologue ce midi, donc, il y a tout un procès en sorcellerie fait à la psychanalyse. Je ne veux pas être l'instructeur de ce procès-là, parce que je trouve qu'il n'est pas bon. Hein, donc je pense simplement aux travaux de Robert Castel dans les années 80, qui dénonçait déjà le psychanalysme et le psychologisme. C'est quand on fait ce isme et que ça devient un méta-point de vue qui englobe toute l'analyse, que c'est un problème. Et c'est évidemment pas une nullité absolue que de penser. Enfin, il y a des questions psychopathologiques, évidemment. Moi, j'ai pas une question, j'ai une remarque. C'était par rapport à l'histoire de redéfinir cette notion de parentalité. Je voulais juste dire que quand j'essaye d'écrire le mot parentalité dans mes rapports, le correcteur orthographique de Word m'écrit parentalité. Eh oui, c'est super ça. Il ne reconnaît pas lui-même le terme. Mais oui. Mais en plus, il y a des effets de consonance. Hein. Il y a plein de gens. Alors pour nous, il y a une noblesse à dire usager. Enfin, moi, je dis pour moi en tout cas, parce que service public, patacoufin, usager, donc ça a une vraie noblesse. Mais les gens, ils disent pour moi, ce qui est usager, c'est un vieux short ou un pull qui a des trous. Vous voyez ? Et oui, donc ça a des consonances, c'est tout con, mais ça a des consonances. Et parentalité, ils le disent aussi à des moments. Mais c'est quoi cette affaire ? Alors pour faire de la clinique, c'est bien que le parent soit alité en même temps. C'est l'origine étymologique, mais bon. Une dernière intervention? Alors, merci. Oui? Excusez-moi, mais d'ici, c'est très difficile de voir au-delà des 5 premiers mètres. Alors, allez-y. Alors, je vais essayer d'être claire. J'ai beaucoup apprécié de nombreux éléments que vous énonciez, et en même temps, il y a des choses qui viennent me bousculer, dans la mesure où lorsque je travaille avec des parents qui viennent me voir pour essayer de trouver la meilleure manière de fonctionner avec leurs propres enfants, eh ben, j'ai pas l'impression d'être dans du contrôle, et j'ai pas l'impression de faire, comment dire, de la non-parentalité. C'est-à-dire qu'au contraire, j'ai l'impression que je sers uniquement de tiers pour réussir à faire en sorte que les gens trouvent la meilleure solution possible pour fonctionner ensemble et répondre aux besoins de leurs parents. Et du coup, c'est pour ça que je ne me retrouvais pas trop dans le gros mot quand vous dites parentalité, puisque je l'utilise, mais peut-être que je me trompe de mot. Je suis d'accord pour réfléchir avec vous là-dessus. Hein. Et vous n'êtes apparemment pas la seule à réagir comme ça. Ouais. Alors, Laurent Sochard. Ah mais moi, je prétends pas avoir raison. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je trouve que c'est un gros mot. Voilà, c'est tout. Gros mot, ça veut dire simplement qu'on n'y comprend rien. Vous dites ça aux gens, c'est quoi? De quoi on parle quand on dit parentalité? Je veux dire, moi, j'ai lu un rapport. J'étais impliqué dans une situation. J'ai accueilli un gamin qui pétait les plombs chez ses parents. Donc, j'ai agité l'assistante sociale scolaire, l'éduc du conseil général et compagnie. Bon. On se retrouve dans le bureau de l'éduc, on va accueillir le gamin de façon provisoire chez nous pendant plusieurs mois parce que chez ses parents il faisait des fugues et compagnie et moi je lui faisais peur. Donc, bon, bah, au moins, du coup, voilà, il va être à peu près tranquille, ça n'a pas été simple, mais bon, voilà. Et le contrat qu'a fait le jeune éduc, voilà, mais moi j'ai rien dit, je crois. Voilà. Pendant l'accueil chez monsieur et madame Sochard, il faudra que le jeune patacoufin fasse ci et ça, et puis ses parents s'engagent à se décaler de leur position parentale. Voilà. Alors d'abord, pour pouvoir... c'est un objectif, ça veut dire que c'est évaluable. Voilà. Donc voilà, moi j'y comprends rien, c'est tout. Voilà. Donc parentalité, je trouve qu'il faut regarder après, quand on est du point de vue de la réflexion dans le champ épistémique, pour le coup, dans le champ de la connaissance, c'est extrêmement intéressant de penser avec ça. On l'utilise comme une notion dans le vocabulaire courant qui a des effets, à l'insu de notre plein gré, comme disait l'autre, des effets de désignation du problème chez l'autre. Moi, enfin voilà,
quand je travaille avec des usagers, j'ai fait ça dans une maison pour tous récemment avec sur la question du rapport des personnes avec les services sociaux. Je devais faire en gros l'intelligent avec eux et je leur ai dit, moi je ne sais pas ce que vous vivez et c'est vous qui allez amener le savoir, amener la réflexion et je n'ai été que le catalyseur de leurs paroles, etc. et de ce qu'eux avaient à dire. Et c'était beaucoup plus intelligent que d'y mettre des concepts, j'aurais pu mettre citoyenneté, machin, etc. Et du coup, voilà, il faut faire émerger autre chose. Donc, parentalité, personnellement, je ne vois pas quel travail on peut démarrer en utilisant un gros mot avec des gens. J'ai envie de dire, enfin moi, si on venait me dire, je vais travailler ta parentalité, je dis ta gueule. Je vous le dis comme ça. Après, on va peut-être se mettre au boulot, mais je dis d'abord ta gueule. Mais je dis pas ça pour faire, parce qu'attention, je veux pas que ça fasse. Ouais, c'est un peu facile de dire ça à la plage où je suis, mais moi j'ai envie de dire restons polis. On va dire, c'est pas facile d'élever un gamin, mais on est tous dans ce brouillard-là quand même. Être enseignant aujourd'hui, c'est un bordel. Être éducateur, c'est un merdier. Enfin, je le dis exprès comme ça parce que c'est les mots de notre quotidien, non? Est-ce qu'on sait comment faire? Non. Alors pourquoi on dirait parentalité? Le problème, c'est l'éducation dans ce monde-là. Enfin, reprenons les travaux d'Hannah Arendt sur cette question-là, sur la crise de la culture. 8 exercices de pensée politique, 1972, c'est édifiant. Voilà. Donc voilà. Sur quoi on va s'appuyer, nous, communauté adulte? Moi, j'aime bien le mot communauté adulte. On est tous perdus. Et démarrer un travail sur la parentalité en disant, nous, communauté adulte, comment on fait pour éduquer ces enfants-là, quelle que soit la place où on est, dans une institution, dans une association, dans du bénévolat ou ailleurs, voilà, moi j'y arrive mieux, mais après chacun fait ce qu'il veut. Alors, merci. De manière un peu arbitraire. Juste une réflexion. C'est terrible parce que c'est le temps des autres que l'on va grignoter maintenant. Allez, allons-y, Oui, mais excusez-moi. la der des der. Juste, votre intervention me prête à une réflexion et une envie. C'est-à-dire que quand travailleurs sociaux que l'on est amené des fois à encadrer rédigent leur rapport, ils ont le nez dedans, ils font partie du système. Et les commissions de décision, les chefs de groupement qui travaillent avec eux font aussi partie du système. Et il me semble qu'un modérateur ou une analyse de pratique avant et au cours de la rédaction des rapports permettrait aussi de protéger les parents et de mettre un peu de distance dans nos rapports, dans nos écrits que l'on transmet à la justice et que l'on transmet aux parents aussi. Certainement. Je vous en prie, sur cette... Oui, tout à fait. Il faut mettre du tiers dans l'affaire. Aujourd'hui, il y a plein d'expériences qui se font et il y a des pratiques quand même assez avérées sur ces questions-là. Je pense à la clinique de concertation. C'est-à-dire que le tiers, ça peut être aussi le parent lui-même. Il y a des foyers de l'enfance qui commencent à s'essayer à mettre des parents dans les synthèses. Voilà, donc il fleurit plein d'initiatives que je trouve extrêmement intéressantes. Il ne faut pas que ce soit démagogique, il ne faut pas que ça mette les gens à mal. Mais moi, j'ai toujours dit... J'ai travaillé du temps du Conseil supérieur du travail social, de la mandature, où on a travaillé sur le rapport à propos de la loi 2002 sur l'usager au centre du travail social. Moi, je dis c'est infernal d'être au centre du travail social, vous vous rendez compte? Ça me fait penser à les cahiers au feu, la maîtresse au milieu. On ne met pas les gens au centre du travail social, on les met autour de la table. Et commençons par les mettre autour de la table et à discuter avec eux. C'est bête, hein, mais ça change vraiment la donne, et je pense qu'il existe, je pense aux family group conférences aussi, qui sont assez peu, les conférences familiales qui sont assez peu portées en France. Il y a des façons effectivement de s'interroger différemment sur des situations qui redonnent la part possible à la famille, qui remettent en perspective les visions qu'on a peut-être, dans lesquelles on s'est institutionnalisé, dans lesquelles on a routinisé quelque chose et qui fait qu'on est un peu dans des impasses. Mais c'est très facile de dire de la place où je suis. Je ne voudrais pas que ce soit un propos accusatoire. Je fais partie du système qui essaye en même temps avec vous d'y réfléchir, pour trouver des pistes. Pas forcément. La piste de la pensée des plus pauvres, pour moi, c'est un continent inexploré. On est zéro là-dessus, et c'est vachement bien qu'on soit zéro, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à découvrir. Vous voyez, si on avait tout essayé, ce serait le désespoir. On n'a rien essayé là-dessus. Il y a autre chose qui me paraît être une grosse piste de transformation sociale. Donc il y a la question de la place des plus pauvres, donc la question démocratique au fond, tout simplement. Et puis la question du genre, de l'égalité homme-femme. Si nos sociétés contemporaines se remettent à bosser sur ces deux questions-là, qui sont majeures, il y a des transformations sociales au bout qui sont immenses. Immenses.
Merci.